Merci. Voilà, je pense que c'est suffisant, non? Là, c'est bon. Ça vous gêne, ce truc-là? Non, on ne fait pas comme ça. Ah, si, ouais. Bon, sinon, je le dirais. Voilà. Voilà, et pour fixer les ordres de grandeur, donc j'ai pris V égale 16,7 volts efficace. Donc, ce qui me donne une tension en crête de V racine de 2, 23,6, à peu près 24. Et ensuite, pour la batterie, j'ai pris une tension de la charge, donc E égale 12 volts et R égale 2 ohms. Voilà, donc le courant I de T, le courant qui va dans la charge. C'est des tensions continues. Oui, c'est une force contre-électromotrice. Hein. Vous pouvez vous dire, par exemple, une batterie qu'on recharge avec un chargeur, une batterie de voiture, 12 volts de ohms, ça pourrait tout à fait être une batterie de véhicule. Et ça, un chargeur de batterie de véhicule. Voilà, vous auriez un transo peut-être en amont, et puis après ce pont double pour redresser. Voilà, alors vous voyez ce qu'on peut écrire, c'est que le courant I de T, on peut l'écrire en fonction de U, de E et de R. A priori, I de T, alors on peut, donc vous savez bien sûr la loi des mailles, U de T égale E plus R I de T, et donc vous avez I de T qui vaut U de T moins E divisé par R. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, la première question donc de l'exo, on vous demandait, alors, attendez, je retrouve le texte, je ne vais pas vous faire des allers-retours sur le texte. Voilà, je vais rajouter simplement des valeurs numériques, sinon ça, voilà, on ne s'y retrouve pas sur les courbes après, ça manquait dans l'exo. Donc, est-ce que le courant est lissé? C'était la première question, je crois. Voilà, le courant est-il lissé? Pourquoi? Ici, le courant, donc ici, il n'y a pas de bobine, donc le courant n'est pas lissé. Non, parce que pas de bobine, hein, d'accord? Vous avez des ondulations de courant. Voilà, il n'y a pas de bobine, donc le courant n'est pas lissé. On parle du courant I de T, de ce courant-là, bien sûr. Alors, ensuite, on va essayer de trouver les formes d'ondes un petit peu. On va étudier le montage. Voilà, que se passe-t-il lorsque E est supérieur à V, tracer ensuite l'allure des grandeurs U de T, I de T, en fonction de V et de E. On appelle l'angle de conduction alpha, donc c'est l'angle à partir duquel les diodes commencent à conduire, on va voir ce que c'est. Donc déterminer les expressions de alpha en fonction de E. Et puis ensuite, on vous demande de calculer les valeurs moyennes de U de T donc sur la charge, et puis du courant I de T qui traverse la charge. Voilà. Hein. Donc, ce qu'on va faire maintenant. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que vous voyez ce qui peut se passer? Alors, qu'est-ce qui peut être négatif? U de T. Alors, U de T, a priori, c'est la tension redressée. Mais U de T, vous voyez, si les diodes, enfin, si le courant peut passer dans les diodes, vous avez I de T qui vaut donc U moins E sur R. U, c'est valeur absolue de V. D'accord, donc valeur absolue de V moins E divisé par R. Sauf qu'il y a des moments où la valeur absolue de V va être comment par rapport à E?
puisque V, c'est une sinusoïde. Non, plutôt là où ça va être embêtant, c'est lorsque la valeur absolue de V va devenir inférieure à E. Pourquoi c'est embêtant? Ben parce que si la valeur absolue de V devient inférieur à E, a priori, ça veut dire un I qui devient négatif. Est-ce qu'un I négatif pourrait passer dans ce montage? Non, parce que forcément, avec le sens que j'ai indiqué, c'est le sens de passage du courant dans les diodes, dans D1, D3, puis dans D2, D4. Le I doit être dans ce sens-là, dans le sens indiqué sur le montage, donc le I doit être positif. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le I devient négatif, a tendance à devenir négatif? Ben là, le courant ne peut pas passer, donc le courant est forcément égal à 0. Et au niveau des diodes, qu'est-ce qui se passe? Les diodes bloquent, même si elles sont susceptibles de passer, c'est-à-dire susceptibles de conduire, je vous avais dit, elles peuvent conduire, mais elles ne sont pas en mesure de conduire parce que, justement, elles ne peuvent pas être traversées par un courant direct. Vous voyez, la condition pour que les diodes conduisent, c'est qu'elles aient le bon potentiel d'anode de cathode pour conduire, et en plus, il faut qu'elles soient traversées par un courant direct positif, sinon la diode, elle ne conduit pas, même si elle a le bon potentiel. Ça va être le cas ici. Vous voyez, donc soit valeur absolue de V supérieure à E, auquel cas le montage conduit, on se retrouve avec des choses un petit peu similaires à ce qu'on a déjà étudié, sauf que le courant n'est pas lissé. Et par contre, si valeur absolue de V est plus petit que E, dans ce cas-là, ben, I ne peut pas être négatif, donc I est égal à 0, aucune des diodes ne conduit. D'accord? Donc, alors, ce qu'on peut dire, donc s'il y a conduction, vous avez donc le I de T qui est différent de 0, équivaut donc valeur absolue de V moins E divisé par R, voilà, et qui est strictement positif. Ça, c'est un petit V, hein, d'accord? Voilà. Donc, tant que si V en valeur absolue, V de θ, est supérieur ou égal à E, donc dans ce cas-là, I est positif. Et donc, il y a toujours deux diodes qui conduisent, hein, donc soit D2, D4 ou soit D1, D3. Donc là, c'est du classique. Et donc, on a U de T qui est égal à valeur absolue de V de T, ou V de θ, si vous faites le changement de variable, oméga T égale θ. Alors, le problème qui se pose, vous voyez la grosse différence, donc on a ce point-là, ici. Ça, et l'autre possibilité, si cette fois-ci le V de T est plus petit que, alors aucune des quatre diodes ne conduit, donc D1, D2, le courant peut passer, donc D1, D2, D3, D4 bloqués. Et on dit que la conduction du courant est interrompue. Donc ça correspond à un épisode de conduction interrompue du courant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore dans le montage de redresseur. Voilà, et dans ce cas-là, du coup, I de T est obligatoirement égal à 0. I de T égale 0. Et U de T, que vaut U de T, du coup? Je reviens, donc I de T, puisque le courant ne passe pas, V est inférieur à E. Ouais, U de T vaut E égale 12 volts, tout simplement. D'accord? Et on va étudier du coup les deux intervalles, on va voir ce qui se passe dans les deux intervalles lorsque θ a compris sur la première demi-période, puis sur la deuxième demi-période. Ensuite, on tracera les chronogrammes. Une fois que vous avez les courbes, ensuite c'est facile de calculer
les valeurs moyennes, etc. Oui. Je vois pas en quoi pourquoi on ne peut pas avoir un courant négatif là. Mais parce que ça ne passe pas dans les diodes. Vous voyez, le courant, le sens de passage du courant, vous voyez, vous avez le courant fait ça, par exemple, quand les deux alternances passent. Vous voyez, je vais vous mettre à côté le chemin, parce que vous voyez, le courant va faire comme ça, il va passer là, il va faire ça, il va passer dans la diode D1, il va aller dans la charge, il va passer comme ça, il passe dans la charge, et hop, il revient par la diode D3. Vous voyez, il fait comme ça, et il revient comme ça. Vous voyez le circuit du courant. Il fait ça. Donc, vous voyez qu'il faut qu'il passe par D1, il faut qu'il passe par D3, donc il ne peut être que positif dans le sens qui est indiqué sur le schéma. Dans l'autre sens, le courant ne passerait pas. D'accord? Et pareil pour les diodes, lorsque c'est les diodes D4 et D2 qui peuvent conduire, le courant doit toujours être dans le même sens. Vous voyez, puisque si vous avez D2 et D4 qui conduisent, il faut que le courant, il fasse le courant, bien sûr, voilà, dans la charge va être dans le même sens. C'est-à-dire que là, le trajet du courant, ça va être ça. Vous voyez, il va faire comme ça, et puis il va revenir par D4. Vous voyez, votre courant, pour l'alternance négative, il fait comme ça. Donc forcément, le courant doit être positif dans le sens qui est indiqué sur le schéma. D'accord? Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, alors première alternance. Donc, pour θ compris entre 0 et pi. Alors, donc entre 0 et pi, c'est aussi t compris entre 0 et t sur 2. Et comme c'est un sinus pur, donc on a v dans ce cas-là, on a v de θ qui est supérieur ou égal à 0. Alors, il y a deux cas à considérer dans cet intervalle. Alors, soit V est supérieur à E. Dans ce cas-là, on a conduction. Donc, on vient de le voir. D1, D3, donc les diodes qui conduisent, c'est D1 et D3. Ils conduisent. Et donc, si D1 et D3 conduisent, U de θ est égal à V de θ. Et on a I de θ qui est égal donc à V de θ moins E divisé par R. Voilà. Sinon, I vaut forcément 0. Si on est dans le cas, sinon, ça veut dire V inférieur à E. Et dans ce cas-là, I vaut 0. Et si I vaut 0, vous n'avez aucune des diodes qui ne conduit. U est égal à E est égal à 12 volts. Et donc, les 4 diodes sont bloquées. D1, D2, D3, D4 sont bloqués. Alors, juste à côté, je vais mettre le deuxième intervalle. Alors, le deuxième intervalle, c'est l'intervalle pi de pi. Dans ce cas-là, V, on peut le mettre ici, hein. V négatif. Voilà, alors on a dit que c'était la valeur absolue de V qui devait être, supérieure à E pour que le montage conduise. Alors là, on est sur la tendance négative. Donc ça veut dire un V
qui doit être inférieur à moins E. Dans ce cas-là, valeur absolue de V, donc moins V, inférieur à E, donc V supérieur à moins E. Inférieur à moins E. Donc si V de θ est plus petit que moins E, donc plus petit que moins 12, c'est-à-dire moins 13, moins 14, etc., plus petit que moins E. Donc là, on a un fonctionnement normal. Ouais, ça veut dire un V plus petit que moins 12 volts. Donc là, c'est les diodes, cette fois-ci D2 et D4 qui vont conduire. Vous avez donc la tension qui est correctement redressée, U qui est égale à moins V. Et vous avez I qui vaut donc U moins E sur R, donc moins V moins E divisé par R. Mais sinon, les 4 diodes sont bloqués. Sinon, c'est lorsque V est supérieur à moins E. Et dans ce cas-là, I est égal à 0, le courant peut passer. U vaut E vaut 12 volts. Et les 4 diodes sont bloqués. Donc D1, D2, D3 et D4 sont bloqués. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je vous mets ça peut-être sur le tableau. Une fois qu'on a fait l'étude, ensuite il suffit de tracer des chronogrammes. On va tracer, par rapport à la forme de V, on va tracer U, puis I de T, puis après c'est quasiment terminé. Au fait, comment ça se fait que vous êtes si peu nombreux? Vous n'êtes pas, je sais pas, au moins pas loin d'une trentaine, non, d'habitude? Ouais. Là, c'est tout. Comment? Ouais, c'est pas. Je sais pas. Ou peut-être certains se sont suivent le cours à distance, du coup. Ouais. Il y a plein de gens qui habitent pas à Paris. Et donc, qui sont partis se confiner ailleurs, là. La campagne. Pourtant, vous, ça ne change pas grand-chose pour vous, non? Ouais. Voilà, alors je vais tracer les chronogrammes avec ça. Alors j'avais fait, ici j'avais ma petite sinusoïde. Hop, on va la mettre peut-être un peu plus haut. Alors, vous voyez donc en pointillé, j'ai V de T.
Alors, bien sûr, j'ai plus cette forme-là pour U de t. Donc là, voilà. Donc ça, vous pouvez effacer, c'est plus V de t ici. Oh, c'est plus U de t. Alors, donc, ici, alors les niveaux de tension, hein, voilà, avec l'exemple que j'ai pris. Donc ici, vous avez V racine de 2. Là, puis là, je vais avoir la tension, vous voyez le E de 12 volts. Je vais mettre le moins 12 en bas, peut-être ça va être intéressant aussi. Alors, ici, donc, le V racine de 2. Le V racine de 2, on a dit à peu près 23, avec les valeurs numériques que j'ai prises, 23,6 volts. Ici, E, à peu près au milieu. E égale 12 volts. Donc là, ici, moins E. Puis, donc, là, de V racine de 2 moins 23,6 volts. Alors, attendez, au niveau des... Monsieur? Oui, je vous écoute. Oui, excusez-moi, il y a un zéro qui se balade. On peut savoir Ah, d'accord. si c'est une erreur. Oui, attendez, oui, parce que c'est peut-être un truc que j'ai pas effacé. Je fais juste ça. D'accord. Hop, voilà, oui, là, il y a un petit zéro. Hop, qui est pas, ouais. Donc, là, vous auriez l'origine du repère ici. Alors, on peut graduer en fonction de θ, ça va être plus facile ici. Du θ plutôt que t. Voilà. Ici, θ. Donc là, pi, 2pi et 3pi. Voilà. Et on va tracer donc un pointillé, j'ai V de t. Le V de t, c'est les pointillés, c'est pas la courbe redressée double alternance, c'est la courbe en pointillé. Voilà. Alors, et on va tracer donc U de t. Alors, on a dit que tant que V n'est pas supérieur à E, le courant passe pas et U est égal à U est égal à E. Donc ici, vous voyez, vous avez E. Là, c'est pareil, on retombe sous V retombe sous la valeur de U. Donc, on va voir ça ici. Ça, et puis ça ensuite. Et ensuite, dès que V devient supérieur à E, ou que V devient inférieur à moins E, pour l'alternance négative, ben là, U de t suit V de t, ou moins V de t. Donc là, ici, hop, ça suit. Voilà. Et ensuite, pour l'alternance négative, ici, ça redresse. Vous voyez, donc là, hop, on a ça. Là, puis ça. Voilà, donc là, vous avez la tension U de t en vert. Alors, je vais ici mettre les pointillés, parce que c'est plus du tout.
Voilà. D'accord, voilà la forme de U de T. Alors, ce qu'on appelle l'angle de conduction, donc le alpha, à partir duquel les dots conduisent, vous l'avez ici. Voilà. Alors, ici, le alpha, et ici, pi moins alpha. Donc, pi plus alpha, donc, trouvez pi ici. Là, pi... voilà. Là, pour calculer l'angle de conduction, alpha, je ne sais pas si voilà, je crois que c'est la question 3 peut-être. Alors. Voilà, pour l'angle de conduction, il suffit de voir à quel moment le V de T est égal à E. Donc vous faites V de alpha, puisqu'il s'appelle alpha, V de alpha égale à E. Donc V de alpha, V racine de 2 sinus alpha égale E. Et donc ça vous fait un sin alpha égale à E sur V racine de 2. Donc E, on a dit, on a pris 12. Le V racine de 2, je crois, 23,6 pour faire l'application numérique. Donc on n'est pas loin de 1,5. Pas loin de 1,5. Et donc le alpha, arc sin de 1,5, environ arc sin de 1,5, et ça vaut pi sur 6, à peu près pi sur 6 radians. Voilà, 30 degrés. Oui. Pour la viande de l'UDT. Alors, I de T, je vais le mettre juste en dessous. Alors, I de T, en fait, c'est assez simple. Une fois que vous avez I, ben c'est comme c'est U moins E divisé par R, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ouais, la décaler vers le bas de E. Donc, vous voyez, les plats qui sont à E, ils vont être à 0 pour le courant, puisque quand on est sur les plats à U égale E, le courant I de T vaut 0. Donc, il suffit de redescendre la courbe en rouge. Vous la redescendez. Je ne sais pas si on peut la récupérer d'ailleurs, et puis peut-être on peut le... Peut-être comme ça, ouais. Hop, si je prends ça. Ouais, je vais avoir les pointillés. Bon, c'est pas grave. Monsieur, mais la courbe et ça à l'envers, c'est quoi? La courbe, mais c'est l'envers, c'est U de T. D'accord, mais la courbe noire que vous avez effacée alors? Ça, c'était le U, mais redressé double alternance, vous voyez, quand il n'y a pas de problème de conduction interrompue du courant. Voilà, et celle en pointillé, celle que j'ai laissée en pointillé, c'est V de T, c'est la sinusoïde pure, V de T. Voilà. Et celle qui avait tout en noir, hein, c'est le U égale valeur absolue de V, quand il n'y a pas le problème de la conduction interrompue. Ok. C'est le problème classique. Voilà. Alors, juste en dessous, du coup, on va placer l'axe.
Si vous pouvez remonter 30 secondes après. Ouais, mais je peux tout vous Ah bah mettre. c'est parfait. Faire comme ça. Monsieur, Oui. mais du coup, comment on connaît la forme du courant quand les diodes elles conduisent là les espèces de paraboles? Comment on sait que ça a cette forme-là? Ben parce que vous avez. Est-ce que vous avez compris la courbe en vert pour la tension? Oui, Le U en vert, vous avez compris? oui, Ben parce que ensuite, c'est c'est égal à V. simplement. Comment? Parce que c'est égal à V. Enfin, du Alors, coup. c'est égal à V entre alpha et pi moins alpha, puis à E à l'extérieur. Mhm. D'accord? Donc voilà, si on a compris ça, ensuite, on a simplement, en faisant la loi des mailles, vous avez I. Vous avez donc I de θ qui vaut U de θ moins E Sur R. divisé par R. Donc il suffit de prendre la courbe en vert, de la baisser de E, hein, puisque vous voyez de la translater de E vers le bas, et vous remettez ça sur l'axe des abscisses, et puis vous avez la forme de I. Donc là j'ai le 0. Vous voyez, ici j'ai pi, 2 pi, et puis ici j'ai le petit alpha qui est là. D'accord? Mhm. Et du coup, le Imax, hein, la valeur crête que vous avez, donc le Imax, IM vaut V racine de 2 Sur R. moins E divisé par R. D'accord? J'ai translaté vers le bas, donc je récupère exactement la même forme que la forme de U de T, mais translaté de E vers le bas. Alors après, c'est divisé par R, bien sûr, parce que c'est un courant, c'est pas une tension. Ok. Et du coup, forcément, on n'aura pas les mêmes paraboles. Du coup, justement, outre le fait qu'on descend de E, on divise par R aussi, non? Du coup. Oui, voilà, donc c'est parce que ça change d'unité en fait, c'est plus une tension, c'est un courant. Ah, donc ça vous fait voilà, V racine de 2 moins 1 divisé par R. Alors je crois que ça vous fait, faire le calcul, 23,6 moins 12 divisé par 2, ça vous fait 5,8 ampères. Ça donne, si on fait l'application numérique, ça fait 5, l'amplitude, 5,8 ampères. Au lieu des 23,6 volts. C'est vraiment que l'eau, ça récupère que l'eau de la sinusoïde en fait.
Alors, on va essayer de calculer les valeurs moyennes. Donc, je crois que c'est l'objet de la dernière question. Calcul des valeurs moyennes de la tension et puis du courant. Vous pouvez essayer de le faire. Voilà, essayer de le calculer. C'est une intégrale qui est assez facile à faire. Donc, essayez de me calculer. Je vais vous laisser chercher quelques minutes. Ça va permettre un peu de relâcher un peu la pression, d'aller un peu moins vite. Alors, vous allez me calculer le U moyen. Alors, U moyen, ben, 1 sur pi, intégrale de 0 à pi. Je vous laisse intégrer voilà, d'où il faut, puisque la tension est redressée. Intégrale de 0 à pi de U de θ dθ. Et ensuite, ben, le I moyen qui vaut aussi 1 sur pi, comme le signal est périodique de période de pi ou t sur 2, ben, de I de θ dθ. Donc allez-y, je vous laisse ben, le faire. Vous allez voir si vous avez compris du coup. Vous le faites à la maison, vous munissez d'un papier, d'un crayon, vous essayez de calculer, essayez d'aller jusqu'au bout du calcul, c'est-à-dire faire le calcul avec la valeur numérique, sachant que les angles alpha, vous voyez à peu près pi sur 6, voilà, j'ai pris le v racine de 2 égale à peu près au double de E, pour avoir le alpha égale à peu près à pi sur 6 radians. Voilà, je vous laisse essayer de me faire ce calcul. Bon, genre de truc que vous pourriez... C'est le genre de truc que vous pourriez avoir en examen, faire calculer une valeur moyenne comme ça, avec un signal ben, qui contient de la conduction interrompue du courant. Monsieur, Oui. est-ce que là, pour la valeur moyenne de I, on peut utiliser la relation qu'on a avec U et juste appliquer la moyenne dans le sens où ce sera U moyen moins E sur R? Et non, alors le U moyen moins E sur A, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que le U moyen est plus égal au 2V racine de 2 divisé par pi, puisque vous avez juste la crête de la sinusoïde. Donc là, bien sûr, vous vous servez de ça, du fait que I soit égal à U de θ moins E divisé par R, mais il faut l'intégrer, comme vous l'intégrez de 0 à pi, il est non nul entre alpha et pi moins alpha. Donc vous allez intégrer ça, non pas entre 0 et pi, puisqu'entre 0, entre 0 et alpha et entre pi moins alpha et pi, c'est nul. Donc vous l'intégrez de alpha à pi moins alpha. Et ça va pas donner tout à fait la même chose. D'accord? Vous voyez que si vous refaites, si vous refaites I moyen égale U, bien sûr que I moyen, c'est U moyen moins E divisé par R, sauf que le U moyen, il vaut plus de V racine de 2 divisé par pi. Parce que, justement, à cause de la conduction interrompue du courant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par calculer le U moyen. Éventuellement, vous calculez le U moyen à partir du signal en vert là, sur la première courbe. C'est ce dont je parlais, justement, Ah, d'accord. utiliser Le faire d'abord après coup, alors. avant. Le faire après Ouais, coup. voilà, c'est ça. D'accord, oui, ça va marcher. Ça va marcher. D'accord. Ok, merci.
Bon, vous dites, vous me sortez une valeur numérique, hein, le premier. Donc, voilà, une fois que vous avez fait votre calcul, vous remplacez par le V racine de 2, 23,6 et puis le alpha, pi sur 6. Normalement, vous avez des valeurs numériques. Vous voyez, entre 0 alpha, U vaut E, entre pi moins alpha et pi, U vaut E également. Alors, vous y êtes, vous avez trouvé pour le U moyen? J'ai 17,0. Ouais, c'est ça, autour de 17, oui. Oui. Vous aussi à distance, vous trouvez ça? Ouais, moi j'ai Ouais. pareil. Ouais. D'accord. Et du coup, pour le I moyen, ça vous donne quoi? À distance ou en salle? Ah non, mais dites-moi si vous avez trouvé à distance. 2,5 ampères. 4,5. Ah, moi, je suis plutôt 2,6, j'avais trouvé, mais bon, ça ne doit pas être aux arrondis près. Ouais. Mais bon, a priori, ça doit être bon. Et donc, a priori, c'est bon. Vous avez donc, on va faire le calcul avec vous. En fait, vous avez 2,6 parce que moi j'ai mis 17 et pas 17,0. Enfin, j'ai pas mis les Oui, décimales. c'est 17,3, je crois, non? Ça ne fait pas 17,3, plutôt autour de 17,3. Moi j'avais 17,01, je crois. Enfin, bref. Ah oui, d'accord. Ouais, si vous voulez, moi j'avais trouvé 2,6, je pense. Voilà, a priori, c'est bon, hein, ce que vous avez fait, je crois. Donc le U moyen, effectivement, vous pouvez faire, alors, calculer, donc, intégrer E. Alors, vous voyez, si vous intégrez E entre 0 alpha et puis pi moins alpha, ça vous fait du 1, vous allez trouver du 1 sur pi, multiplié par E. Et fois 2 alpha. Vous voyez, si je prends ces bouts de sinusoïde ici, enfin, ces bouts d'intervalle, hein, ces deux-là. Donc, vous voyez, ces deux petits rectangles de hauteur E, de largeur alpha. Donc, je vais avoir du si je fais l'intégrale, donc 2 fois alpha multiplié par E et divisé par pi.
Et ensuite, je dois intégrer 1 sur pi, je dois intégrer donc la sinusoïde entre alpha et pi moins alpha. Donc, je vais faire intégrale de alpha à pi moins alpha de v racine de sinus θ dθ. Donc 2 alpha E divisé par pi, plus 1 sur pi, alors multiplié par V, multiplié par racine de 2, et la primitive du sinus c'est moins cos, donc moins cos, alors ça va faire du cos pi moins alpha, et moins cos alpha is, ouais. Non, moins, alors il y a moins, c'est moins, voilà, moins et plus. Voilà, puisque la primitive du sin, c'est moins cos. Voilà, donc si je fais l'application numérique, alors, donc le U moyen, 2 fois pi sur 6, divisé par pi multiplié par E, donc multiplié par 12, plus 23,6, le V racine de 23,6 divisé par pi. Et ensuite, le moins cos de pi moins alpha, moins cos de pi moins alpha, ça vaut plus cos de alpha, donc ça fait fois 2 cos de alpha. Ici, vous avez du 2 cos alpha. Et 2 cos alpha, 2 fois cos de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, donc ça fait du... le pi disparaît, donc le U moyen vaut 12 sur... Ça fait 2, 12 sur 6, 2, donc 4, plus 23,6 fois racine de 3 divisé par pi. Je ne sais pas si c'est ça que vous aviez trouvé. Si on fait le calcul. Oui, j'ai plus le 17 aussi, hein. J'ai 17 volts. Ouais. C'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne valeur du coup. 17 volts pour le I moyen. Et pour le I moyen, du coup, comme vous avez I de θ qui vaut U de θ moins E divisé par R, effectivement, là, vous pouvez faire I moyen égale U moyen moins E divisé par R. Donc 17 moins 12 divisé par 2. Donc 5,5, c'est ça, 2,5. Ouais, ça fait 2,5 du coup. Monsieur? Oui. Oui, c'est pas plutôt des ampères, du coup, pour des volts? Excusez-moi, dites-moi. Volts, c'est pas des ampères, plutôt, c'est pas 2,5 ampères? Oui, c'est 2,5 ampères. Oui. Monsieur? Oui, je vous écoute. Alors, en fait, c'est assez tôt dans l'exercice, mais pour revenir sur le graphique avec l'allure de U de T, en fait, j'arrive pas à vraiment m'imaginer comment ça se fait, en fait. Enfin, pourquoi est-ce que tant que V de T est inférieur à E, est-ce que U de T vaut pile E constant? Et pourquoi dès que V dépasse E, alors on retrouve le profil sinusoïdal? Parce que si V, alors si on revient ici, vous voyez que si on parle de la tendance positive, si V est plus petit que E,
vous retrouvez dans la formule, vous voyez, donc vous aviez I. Alors. Donc, si le montage conduit, vous voyez, lorsque les diodes conduisent, vous allez avoir I qui est égal à V moins E divisé par R. Et vous voyez, donc, du coup, si V devient, si on est sur la tendance positive, si V devient plus petit que E, vous auriez un courant négatif. Un courant négatif ne peut pas circuler dans ce montage-là, puisque vous avez les diodes qui laissent passer le courant uniquement dans un sens. Donc, dès que V devient inférieur à E, du coup, I est égal à 0. Aucune des diodes ne conduit et I est égal à 0. Et ensuite, vous voyez que, du coup, si V, par contre, si V est supérieur à E, dans ce cas-là, vous avez bien I qui vaut V moins E divisé par R. Ça se passe comme ce qu'on avait fait, les problèmes qu'on avait traités les 2 semaines auparavant. Vous voyez, donc si V est supérieur à E, le courant peut conduire parce que justement ben, le V moins E divisé par R est positif. Donc là, il y a bien un courant qui peut passer par les diodes D2 et D3. Par contre, dès que V devient plus petit que E, le courant ne pourrait pas être positif puisque le V moins E sur R aurait tendance à devenir négatif. Et là, le courant ne peut plus passer. Donc, s'il ne peut plus passer, forcément, I vaut 0. Et si I vaut 0, vous avez forcément U qui est égal à E, puisque U vaut E moins RI. I vaut 0. Oui, c'est ça. Non, U vaut E plus RI. Donc, comme I vaut 0, U est égal à E. D'accord? Ok, ouais, merci. D'accord, c'est compris. Et donc ensuite, le I, vous avez 2 possibilités. Soit vous le calculez en faisant U moyen moins E divisé par R, soit vous reprenez le calcul, c'est-à-dire que vous intégrez U moins E sur R entre alpha et pi plus alpha, et vous divisez par pi ensuite. Hein, donc ça revient au même. D'accord? Oui. Si on avait eu un E non continu, en sinus omega t, l'allure de I aurait été la même, mais ça aurait juste été la valeur moyenne qui aurait changé. Je ne vois pas si le E avait été... Si E, il était temporel, enfin, il varie. Quoi. Mais là, dans les charges que vous pouvez trouver dans la réalité, c'est pas possible parce que, si vous voulez, ce qu'on essaie de générer, c'est une tension et un courant continu. C'est fait pour alimenter une charge qui fonctionne en continu. Donc là, cette modélisation EER, ce serait une batterie. Vous pouvez penser tout à fait 12 volts, 2 ampères à une batterie de véhicule, de moteur à combustion, vous voyez, pour le démarrage. Ça peut être ça. Voilà. Après, on ne peut pas avoir... quand on a ce type de redresseur directement sur une charge, les charges qu'on peut avoir, c'est donc une simple charge résistive. Vous voyez, donc une résistance, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. U de T est égal à RI de T. Il y a exactement la même forme que U. Et U vaut valeur absolue de V. La deuxième charge possible, c'est une charge RL, résistance et bobine. Donc là, par exemple, je ne sais pas, on a résistance et bobine. Voilà, vous avez un bobinage. C'est assez rare, vous voyez la résistance et la bobine, vous voyez c'est résistance et bobine, bon c'est une charge inductive. Dès que vous avez un bobinage, vous avez une charge qui est de type inductif, donc ça vous pouvez avoir ça. Mais après la plus classique c'est d'avoir ERL. ERL ça va modéliser l'induit d'une machine à courant continu, d'accord?
Donc là, vous avez la bobine qu'on peut plus ou moins augmenter en rajoutant une inductance de lissage si on va avoir un courant qui est parfaitement lisse. Après, l'autre possibilité, c'est d'avoir une charge active ER. Donc, vous voyez, grosso modo, les trois charges que vous allez avoir, c'est soit R tout seul, soit ERL avec un L qui est suffisamment grand, généralement, pour lisser le courant. Donc, comme ça, on n'a pas de condition de conduction interrompue et vous pouvez avoir une charge comme ça, purement active, sans la bobine de lissage. Mais après, avoir une charge avec quelque chose qui serait variable, ici, c'est pas possible. Enfin, c'est pas. Physiquement, c'est difficile. Oui, oui, là, c'est vraiment, on génère du continu, donc c'est pour alimenter une charge qui va fonctionner en continu. Donc la charge, ça va être soit une MCC, soit éventuellement une batterie qu'on recharge, soit une simple résistance. Là, il n'y a pas trop le choix, quoi. Après, généralement, le redressement est aussi un préalable à l'utilisation du onduleur, puisque le onduleur fonctionne à partir d'une tension continue. Donc, vous pouvez avoir aussi, et ça vous le verrez plutôt en troisième année, c'est-à-dire que vous allez avoir donc du monophasé ou du triphasé à 50 Hz, vous allez avoir le redresseur, donc du continu. Ensuite, le continu va vers l'onduleur et l'onduleur, il va onduler le continu pour en faire une tension alternative, mais de fréquence variable. C'est ça qui permet ensuite de faire varier la vitesse des moteurs asynchrones du train, par exemple. C'est le fait d'avoir la fréquence qui est variable. Si la fréquence à 50 Hz, ben la vitesse du moteur asynchrone ne peut pas varier. D'accord? Là, on définit, je dirais, c'est quoi? C'est redresseur, on est bien d'accord, c'est Tension, alternatif voilà, c'est la alternative vers continu. Et ensuite, onduleur, c'est du continu vers de l'alternatif, mais de l'alternatif à fréquence variable. L'onduleur, ce qu'il peut faire, c'est générer de l'alternatif dont la fréquence varie, alors que le réseau, la fréquence est fixe à 50 Hz. L'onduleur, en fonction de la commande, il va faire varier, peut faire varier, par exemple, la fréquence de 0 jusqu'à 200 Hz. D'accord? Voilà, en filtrant un peu, on peut avoir quelque chose qui ressemble à une sinusoïde à la sortie du onduleur. Et donc, avec une tension sinusoïdale de fréquence variable, on fait varier la vitesse des moteurs asynchrones. Vous le verrez l'année prochaine, à partir de la troisième et quatrième année, vous allez faire moteurs synchrone asynchrone, et puis la commande avec des onduleurs, c'est assez complexe, vous verrez. Puis après, il y a l'automatique, tout pourra servir et tout. Donc, voilà, tout ça, c'est ce que vous allez faire ensuite dans le cycle ingénieur. Hein. D'ailleurs, que vous soyez en aéro, en ferro, vous faites ça pour tous. Oui. Et pourquoi vous n'utilisez pas des gradateurs? Alors, parce que le gradateur, c'est plus donc un convertisseur alternatif vers alternatif, mais un convertisseur qui permet de faire varier l'amplitude de la tension alternative. Il ne fait pas varier la fréquence. Le gradateur, c'est pas la même fonction. Ce serait une fonction un peu, le gradateur, une fonction qui ressemblerait un petit peu à la fonction du transformateur. C'est-à-dire, on a le transformateur, c'est fixe, c'est-à-dire que ça dépend du nombre de spires, c'est pas la même fonction. Et voilà, et donc le gradateur part d'une tension qui est alternative, vous redonne une tension alternative de même fréquence, mais d'amplitude différente en fait. Le gradateur, ça peut permettre de faire varier l'intensité de l'éclairage qui fonctionne avec une tension qui est alternative, par exemple. D'accord? Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au cours. Et en cours, je vais traiter un petit peu les redresseurs PD3. Donc, voilà, donc on va voir ça. Alors, on va voir comment on redresse, c'est intéressant, on va voir comment on redresse. Voilà, le PD3, c'est le redressement du triphasé. Ce qu'on fait en milieu industriel, c'est on redresse du triphasé en sortie de centrale lorsqu'on veut transporter avec du continu. On peut redresser le triphasé pour avoir du continu. Et justement, par exemple, quand vous avez un TGV alimenté, ce qui arrive c'est quoi la caténaire, c'est ça là, le truc ouais, c'est sur la caténaire, là, c'est du triphasé, donc on va redresser du triphasé. On va voir comment on redresse du triphasé. C'est un peu plus compliqué, mais c'est intéressant, hein, puisque voilà, c'est là où vraiment ça prend du sens, toute l'étude qu'on a fait avec les montages de communes, cathodes communes, etc. Alors,
court redressement, c'est ça. Alors, je vais effacer un petit peu ce que j'ai fait, oui, parce que je n'ai pas effacé tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, on va essayer de... Que, ouais, tout ça, j'ai là. Attendez, alors ne prenez pas, voilà, je vais... Alors, tout ça, je vais l'effacer. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, tout ça, voilà. Voilà. Alors, voilà, donc là, c'est mes angles. Alors voilà, on va partir. Alors, on a ce montage-là. Voilà, donc ça, on appelle ça un montage PD3, c'est-à-dire un pont double de diode par bras de pont, si vous voulez, et 3 comme triphasé. Donc ça, c'est le montage qui redresse le triphasé. Donc là, j'ai le jeu ici. J'ai le jeu de tension triphasé simple, V1, V2, V3. Du coup, on a pris ça pour V1, V2, V3. Donc, V racine 2 sin oméga t, V, alors c'est un jeu de tension, c'est un système direct, hein, V racine 2 sin oméga t moins 2π/3 pour la tension 2, et la tension de phase 3 simple, V racine 2 sin oméga t moins 4π/3. Voilà. Alors, moi je vais faire le changement de variable, c'est beaucoup plus simple, on va faire le changement de variable θ, voilà, je l'ai fait ici. Θ égale oméga t, et du coup vous avez V1 qui vaut V1 θ, V racine de sin θ, V2 V racine de sin θ moins 2π/3, et V3 V racine de 2 sin θ moins 4π/3. Monsieur, Je vous écoute. en partiel, ce sera toujours ces formules-là pour les tensions? Si vous avez tension simple, oui, ça va être ça. Et on va plutôt les prendre voilà, on va avec une phase à l'origine pour la première égale à 0, de manière à commencer simplement ensuite lorsqu'on trace les chronogrammes, si vous voulez. Donc voilà. Mais bon, dans tous les cas, là, il n'y a rien de compliqué. Ça reste un jeu de tension simple, triphasé, direct, puisqu'on a moins 0, moins 2π/3 et moins 4π/3. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut mélanger en mode V1, le V3 qui est là, ça devient V1 et... Ah non, parce que c'est un jeu, vraiment, c'est un jeu Ok. de tension triphasé. Non, il y a un ordre à respecter. Ah, sinon, si vous avez, voilà, si vous mélangez, vous avez plus un jeu de tension triphasé direct. On fait toujours, voilà, c'est dans l'ordre θ moins 2π/3 et θ, celle qu'on appelle V1, c'est celle qui est en sin θ, V2 en sin θ moins 2π/3 et V3 en sin θ moins 4π/3 quand le jeu de tension triphasé est un jeu de tension est dans le sens direct, hein, ce qui est le cas ici. Ok, merci. Vous avez remarqué que ces tensions-là, ce sont je ne sais pas si on vous l'avait dit, les racines troisième de l'unité ou pas? Non? Vous avez fait en maths les racines en complexe, les racines. Vous ne le voyez pas que c'est les racines troisième de l'unité? Parce que c'est quoi les racines troisième de l'unité? Vous avez 0, 3 et 4π/3.
D'accord? Ouais, donc vous vous retrouvez avec, vous voyez, quand vous les sommez les racines d'unité, ça vaut combien? 0. Hein. Quand vous les sommez, les 3, toujours les racines énièmes de l'unité, ça c'est une propriété importante. Si vous les sommez, la somme des racines énièmes de l'unité, ça vaut 0. Hein. La somme donc sur i, hein, des EI de k pi sur n, de i égale 0 jusqu'à n moins 1 est égal à 0. Hein. Donc c'est ça qui fait que quand vous sommez les tensions, vous l'avez fait, ça, sommer le vecteur de Fresnel, vous avez vu que tout ça, ça vaut 0. C'est pour ça d'ailleurs que le courant qui va dans le note, si le jeu est équilibré de tension, si vous faites I1 plus I2 plus I3, vous trouvez que ça vaut 0. Et si vous faites V1 plus V2 plus V3, ça vaut 0. Si vous faites U1,2 plus U2,3 plus U3,1, ça vaut 0, etc. Hein, parce que c'est on est sur les racines. Il y a un angle de 120 degrés on est sur les racines troisièmes de l'unité. Hein, donc la somme des racines est égale à 0. C'est ça qui permet de justifier rapidement. D'accord? Voilà. Alors. Donc, si on analyse un petit peu le montage, qu'est-ce qu'on peut dire du montage? Qu'est-ce qu'on reconnaît dans ces associations de diodes, celle du haut, celle du bas? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut dire de D1, D2, D3? Qu'est-ce qu'on peut dire de D1', D2' et D3'? Qu'est-ce que je veux dire de ce groupement? Anode commune? Non, non, vers cathode commune plutôt. Cathode commune. Celui du bas? Oui, c'est anode commune. Anode commune. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour un groupement cathode commune? La seule diode qui peut passer, qui peut être passante, susceptible d'être passante, c'est celle qui a le potentiel d'anode qui est le plus grand. D'accord? Parmi les trois, celle qui aura le potentiel d'anode, D1, D2, D3, celle qui pourrait conduire, c'est celle qui a le potentiel d'anode qui est le plus grand. Elle va conduire si la charge le permet. Bon, ici, notre charge va le permettre. On a vu que tout à l'heure, la charge ne le permettait pas tout le temps. On a vu qu'une charge active ne permet pas tout le temps que le courant soit positif dans la diode. D'accord? Donc, si le courant le permet, la diode qui peut conduire, c'est celle qui a le potentiel d'anode qui est le plus grand. Pour le montage cathode anode commune, celui du bas, D1', D2', D3', la diode qui peut conduire, c'est celle qui possède le potentiel de cathode qui est le plus petit. D'accord? Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut remarquer également, c'est que sur l'anode de D1, vous avez V1, sur la cathode de D1', vous avez V1 également. Hein. Vous voyez V2 sur D2 ou sur la cathode de D2' et V3 sur D3 ou sur la cathode de D3'. Ça veut dire que si D1 conduit, on est sûr que le U+ sera égal à V1. Par contre, si c'est D1' qui conduit, c'est le U-. Hein. Vous voyez, vous l'avez ici. Là, U+. Ici, donc on voit que si D1 conduit, vous voyez, U+ est égal à V1. Si D1' conduit, U- est égal à V1. D'accord? Hein, et ainsi de suite. Hein. Si D2 conduit, c'est U+ qui vaut V2. Si D2' conduit, U- vaut V2. Hein. Vous voyez, l'indice de la diode, ben, ça correspond à la tension qu'on va retrouver sur U+ ou U-. D'accord? On a fait comme ça on fait simple. Donc, si D3 conduit, U+ égale V3 et U- égale D3'. D'accord? Voilà. Alors, ici, j'ai le jeu des tensions triphasées. Vous voyez, j'ai ce jeu-là. Ici, les chronogrammes de ces tensions simples triphasées. Donc, sur la courbe, donc voilà, on les reconnaît, on n'a pas besoin. Vous voyez, comme le V1, c'est un sinus direct. Vous voyez, celle qui commence à 0, qui est croissante, donc celle en bleu, c'est V1. Ensuite, on voit que le max est décalé on a un max décalé de 2π/3 avec la courbe en rouge. Donc, la courbe en rouge, c'est la tension V2, simple, et puis celle en vert, la tension V3, donc décalée de 2π/3 par rapport à celle en rouge.
D'accord? Donc ici, j'ai le 0. Voilà, donc à gauche, le 0. Alors après, moi, je vais graduer plutôt en fonction de l'angle. Ici, je vais mettre θ. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et alors, une chose à faire, c'est calculer on va devoir calculer les angles. Ça, c'est important. Voilà, alors j'ai ces différents angles. Alors, c'est les angles où les diodes vont commuter, puisque c'est des angles qui sont tels que deux tensions sont égales. Donc, elles sont égales à un instant particulier, pour un angle particulier. Et ensuite, voilà, il y en a une qui devient supérieure à l'autre, ou inversement. Alors, donc, j'ai θ, ces angles-là, je les appelle θ1, θ2, θ3. Celui-ci, donc, θ4. Celui-ci va nous intéresser aussi. Là, j'ai θ5 et un θ6 ici également. Voilà, le θ7, on ne le voit pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans cet intervalle-là ici? Vous voyez, entre θ1 et θ3. Qu'est-ce qu'on peut dire entre θ1 et θ3? Alors, regardez, entre θ1 et θ3, on remarque que la tension V1, ici, vous l'avez en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la tension V1 entre θ1 et θ3? Elle est? Non, elle n'est pas. Non, la tension V1, celle en bleu, elle est supérieure à toutes les autres, entre les angles θ1 et θ3. D'accord? Comment? Ouais, voilà, entre θ1 et θ3. Oui, bien sûr, pour θ appartenant à θ1, θ3. C'est la plus grande de toutes. Donc, si c'est la plus grande de toutes, ça veut dire que sur le montage anode commune, non, sur le montage cathode commune, celui du haut, c'est donc la diode D1 qui va conduire, et donc vous allez avoir U+, qui va être égal à V1. D'accord? Donc ici, vous voyez, sur cet intervalle-là, entre θ1 et θ3, vous avez D1 qui conduit. Sur l'intervalle entre θ1 et θ2, qu'est-ce que je peux dire également? Vous voyez, sur cet intervalle-là, entre θ1 ici et θ2, qu'est-ce que je peux remarquer? Ben, vous voyez, si je limite... On a V3 qui est supérieur à V2. Voilà, vous avez, non, surtout là, vous avez plutôt V2, qui est la plus petite de toutes. Vous voyez, dans cet intervalle-là, vous avez, alors même ça va plus loin, ça irait jusque là-bas. Ouais, vous voyez, on ne le voit pas. Mais on voit qu'en deçà, si vous voulez, de θ2, vous avez la tension V2, qui est la plus petite de toutes. Donc là, on regarde le groupement anode commune, et donc la diode qui va avoir la cathode qui est au potentiel le plus faible, c'est la diode D2'. Donc dans cet intervalle-là, vous voyez ce que j'ai tracé en rouge, j'ai D2' qui conduit. Dans l'intervalle, vous voyez, entre ce point ici et ce point-là, là, et celui-ci, ben, j'ai ma diode D1 qui conduit. D'accord? Et ensuite, on continue. Vous voyez, on regarde ensuite, on se place entre θ3 et θ5. On voit que la tension qui est la plus grande de toutes, c'est V2. Donc, la diode qui aura le plus grand potentiel d'anode, ça va être la diode D2. Donc, dans cet intervalle-là, ici, entre θ3 et θ5, j'ai la diode D2 qui va conduire. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, pour celle qui va être au potentiel, la diode qui va être au potentiel le plus petit, vous voyez, si je me place entre θ2 et θ4, on voit que la courbe V3 est la plus petite de toutes, à la valeur la plus faible de toutes. Donc, c'est forcément D3'. Là, il faut regarder le montage en autre commune. C'est D3' qui va avoir le potentiel de cathode qui est le plus faible, et donc vous allez avoir D3' qui va conduire. D'accord?
Voilà. Ensuite, si on se place entre un θ5 et un θ7, ben, que je ne vois pas, puisqu'on n'a pas suffisamment la courbe. Donc, à partir de θ5, vous voyez que c'est la courbe en vert qui est la plus élevée de toutes. La courbe en vert, c'est V3. V3 est relié à D3, à la note de D3, et donc D3 va conduire. D'accord? Donc, à partir de θ5, D3 va conduire. Et sur l'intervalle θ4, θ5, la tension qui est la plus faible, la plus négative, c'est V1. Voilà, V1 donc, s'applique à la cathode de D1', et donc D1' va conduire. D'accord? Voilà, donc j'ai des cycles de conduction des diodes, D1, D2, D3 pour le montage cathode commune du haut, et puis pour le montage du bas, qui est le montage anode commune, j'ai les cycles de conduction des 3 diodes, donc d'abord D2', D3', D1' et D2'. Monsieur, Oui. j'ai une question. Je me rappelle plus très bien comment on sait lequel est le plus grand parmi les V à un moment donné. Ben, c'est simplement ben, juste graphiquement, on le voit. Hein. Regardez, si je me place ici, entre θ1 et θ2, Ah oui, donc, d'accord. sur cet intervalle-là, on voit que entre θ1 et θ2, on voit que c'est la courbe en bleu, donc c'est cette courbe-là qui est la plus grande de toutes. En fait, D'accord? je me rendais pas compte que justement c'était les tensions. Enfin bref, ok. Voilà, ouais, donc là, c'est effectivement, là, Merci. vous avez ça, c'est V1. Voilà, et puis si on prend l'intervalle en rouge suivant, donc vous voyez pour l'intervalle en rouge qui suit, donc entre θ2 et θ4, la courbe qui est la plus petite, c'est celle-ci. Voilà. Et celle-ci, vous voyez, ça c'est V3. D'accord? Et comme V3 c'est la plus petite, D3' conduit. D'accord? Ouais, merci. Voilà. Alors, ce qu'on va calculer peut-être, c'est les angles. On va essayer de calculer θ1, θ2, θ3. Alors, comment vous feriez pour calculer d'abord θ1? V1 égale V3. V1, alors la première, pour l'angle, donc V1 de, alors je vous l'écris ici, on va faire le calcul, je vais faire une ou deux fois, vous allez voir après ça se répète, c'est périodique. Donc V1 de θ1 égale V3 de θ1. V1 c'est V racine de 2 sin θ1 égale V racine de 2 sin θ1 moins 4 pi sur 3. D'accord? Donc les V racines de 2, vous les enlevez. Et il vous reste donc sin θ1 égale à sin θ1 moins x plus pi sur 3. Voilà, alors quand vous avez sinus x égale à sinus alpha, sinus x vaut sinus alpha. Alors là, vous avez un θ1 plus pi, donc bien sûr si x vaut alpha, mais aussi si x plus pi est égal à moins alpha. D'accord? Donc ici, vous voyez la seule possibilité pour qu'ils soient égaux, c'est que vous ayez, puisque c'est deux angles qui sont différents, θ1 et θ1 moins 4 pi sur 3, donc ils peuvent être égaux à condition que θ1 plus pi soit égal à moins, puisque sinus x plus pi vaut moins sinus x, donc que θ1 plus pi soit égal à moins θ1 plus 4 pi sur 3. Puisque θ1 ne peut pas être égal à θ1 moins 4 pi sur 3. Par contre, sinus θ1 est égal à moins sinus θ1 plus pi. Donc θ1 plus pi, voilà, on peut avoir une autre solution si θ1 plus pi est égal à moins θ1 plus 4 pi sur 3. Et donc ça, si je fais le calcul, ça me fait 2 θ1 égale 4 pi sur 3 moins pi. 4 pi sur 3 moins pi, ça vous fait pi sur 3. Et on trouve θ1 égale à pi sur 6. Donc cet angle-là, ici, notez-le, hein, cet angle-là vaut pi sur 6.
Alors, pour l'angle θ2, on aurait pu faire ce θ3 et se dire que θ2 c'est au milieu, puis c'est terminé, mais bon, on va faire θ2 quand même. Alors, sin pour θ2, vous voyez, vous avez du sinus, alors c'est lesquels qui se croisent pour θ2, c'est la rouge et la verte, donc la rouge c'est V2, donc sinus θ2 moins 2pi sur 3. Et puis ensuite, la verte, donc égale à sin θ2 moins 4pi sur 3. Hein, verte et rouge. La verte V3 et puis la rouge V2. Et donc là, ça vous fait à nouveau θ2. Vous voyez, pour calculer, θ2 moins 2pi sur 3 plus pi égale à moins θ2 plus 4pi sur 3. Ça vous fait 2 θ2. 4pi sur 3, alors 4 pi moins 2pi sur 3, pi sur 3, et 4pi sur 3 moins pi sur 3, ça vous fait pi, voilà, et donc θ2 vaut pi sur 2, d'accord? Donc là, vous avez pi sur 2, et après c'est symétrique, hein. Ici, vous avez pi sur 2. Voilà, donc entre pi sur 2 et pi sur 6, ben vous avez pi sur 3. Donc de l'autre côté, vous allez avoir pi sur 3 aussi. Donc ici, vous allez vous retrouver avec, vous pouvez le calculer, mais vous allez vous retrouver avec pi sur 2 plus pi sur 3. Pi sur 2 plus pi sur 3. Ça fait quoi ça, pi sur 2 plus pi sur 3 5 pi sur 6, hein, c'est ça, hein, ça fait 2 pi sur 6. 2 pi sur 6 et 3, donc 5 pi sur 6. 5 pi sur 6. Voilà, 5 pi sur 6 et plus pi sur 3, 7 pi sur 6. Ici, on a donc 7 pi sur 6. Et là, 7 pi sur 6 plus pi sur 3, donc 9 pi sur 6. Et ensuite, pour pi sur 5, et ensuite ici, je vais avoir 11 pi sur 6, du coup. 11 pi sur 6, 13 pi sur 6, etc. D'accord? Voilà, donc ces angles sont importants parce que c'est là où ça commute. Alors, essayez maintenant, dans chacun des intervalles, de trouver ce que vaut la tension. Alors, je vais vous faire une ligne au-dessous. Je vais vous mettre la tension U. Voilà. Voilà, etc. Alors, donc, en bas, là, je vais vous mettre ce que vaut U, la tension, vous voyez, sur la charge. Donc là, ici, on a θ1, θ2, θ3, θ4, 5 et 6. Voilà, alors que vaut la tension U entre θ1 et θ2? Alors, vous voyez ici, j'ai D1 qui conduit. Donc j'ai U plus qui vaut quoi? Qui vaut, on avait dit, V1.
voilà, l'A des deux primes conduit. Donc, je peux dire quoi? Que U- vaut V2. U- vaut V2. Ben ici, dans cette case-là, vous voyez là, j'ai U- qui vaut V3. Ensuite, dans la case du haut, j'ai U plus qui vaut V2. La case du bas, ensuite, U moins qui vaut V1. Et puis, ouais, la case ici du haut, U plus égale V3. Et ici, U moins égale V2. Alors, je fais mon calcul. Donc, ici, première case, je vais avoir quoi ici, entre θ1 et θ2, comme tension U de θ? Ben, je vais avoir, du coup, U plus moins U moins, V1 moins V2 et V1 moins V2. Ouais, la tension simple V1 moins la tension simple V2, ça vous donne la tension U12 composée U12. Dans l'autre case, j'ai quoi? Donc V1 moins V3, V1 moins V3, c'est alors U13 moins U31. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, j'ai 2 et 3, donc U23. U23, puis moins U12. Puis ensuite, U32, donc moins U23. Moins U23. Et ensuite, la dernière case, là, 3 et... Non, pas U3, non, U3 ici. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, 3... Alors, j'ai là 2... Non, ah, c'est la même, là, excusez-moi. Donc, c'est U3. U3, et là, moins U23. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait, ça va jouer, on va récupérer un bout des tensions composées. D'abord U12 entre θ1 et θ2, c'est entre pi sur 6 et pi sur 2, on va récupérer U12, puis ensuite moins U31, puis U23, moins U12, etc. Donc là, vous voyez que l'intervalle où ça récupère la tension, du coup, ça va récupérer une tension qui est haute, puisqu'elle est composée de la plus grande des deux tensions, moins la plus petite des deux tensions. Donc, ça va être vraiment la crête de la tension composée. Vous voyez, alors, et ça réduit l'intervalle. Vous voyez, l'intervalle, au lieu de mesurer pi, comme c'est le cas pour du redressement monophasé, il mesure combien? L'intervalle pendant lequel la tension est redressée, il mesure pi sur 2 moins pi sur 6, il mesure pi sur 3. D'accord? Ouais, vous voyez que vous allez récupérer sur une période entière, vous allez récupérer du coup 6 bouts de sinusoïde, alors que vous récupériez les deux alternances sur une période. Donc vous voyez que ça va vous faire quelque chose qui est très bien écrété. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des tensions donc ça, vous devez connaître de ce que vous avez fait au premier semestre. Que valent les tensions composées? Vous voyez, j'ai mes tensions simples. Alors, je vais l'écrire ici peut-être. Vous voyez, j'ai mes tensions simples qui sont là. Voilà, que valent les tensions composées issues de ces tensions simples? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai eu un petit souci.
Ah, j'ai mon truc qui s'efface tout seul, mais je ne comprends pas ce qui se passe. De temps en temps, ça se met pas avec vous. Non, c'était. J'ai eu un petit problème la semaine dernière aussi avec OneNote, là, à un moment donné. Bon, là, on est près de la fin, donc ça va. Et alors, ouais, ça a l'air de. Ouais, je sais pas, on va voir. Ah, ça va, ça va. Alors, dites-moi, voilà, connaissant, donc j'ai ça, hein, j'ai mes tensions V1, V2 et V3. Dites-moi ce que valent U12 en fonction des caractéristiques de V1, de V2 et de V3. Oui, alors, et ça donne quoi du coup? Alors, la valeur efficace, elle vaut quoi par rapport à la valeur efficace de V? Moi, je veux le jeu de tension composée qui correspond à ce jeu de tension simple. Voilà. Donc, ça fait quoi? Il y a un coefficient V de racine combien de entre le 2? V racine de 3. Voilà, V racine de 3. Donc, ça fait racine de 3 fois V, multiplié par racine de 2. Et ensuite, sinus de quoi? Puisqu'on fait V1 moins V2. Donc, l'angle, il vaut combien? Allez. Alors, le jeu de tension composé, il est positionné comment par rapport au jeu de tension simple? En avance de pi sur 6. Hein, si vous recomposez, vous faites sinus θ1 plus moins sinus θ moins de pi sur 3. Vous voyez, ça vous fait un angle de pi sur 6. Donc là, θ plus pi sur 6. D'accord? Voilà. Pour la deuxième, c'est pareil, racine de 3 fois V fois racine de 2, sinus, θ moins 2 pi sur 3 plus pi sur 6, ça fait pi sur 2. Hein. Voilà. Et ensuite, racine de 3 fois V fois racine de 2, sin θ moins 4 pi sur 3 et plus pi sur 6. Et donc le jeu de tension est en avance de pi sur 6 par rapport aux tensions simples. La valeur efficace vaut racine de 3 fois la valeur efficace de la tension simple. Oui. J'ai vu en 2, 2, 3, 3, là, sur le schéma, ça représente quoi? Mais ici, elles n'y sont pas. Sur le schéma d'après, je vais vous les montrer. Hein. Vous l'auriez. Vous voyez, alors il faudrait faire, c'est pas évident à faire. Hein, il faut faire. Voilà, on aurait pu tous les représenter, mais ça fait trop lourd. Même avec les diodes, on peut pas voir? Comment? Même avec le schéma de diode au-dessus? Non, ben non, il faut faire V1. Si vous voulez l'avoir, il faut faire V1 moins V2. C'est-à-dire que si vous les représentez, ici, par exemple, vous avez. Voilà, sur cet intervalle-là, vous avez eu un 2. Donc, V1, vous l'avez là. Vous voyez, V1, vous l'avez là. Et vous avez V2 ici. Donc là, il faudrait faire le bout de sinusoïde du haut moins ce que vous avez en bas. Donc, ça va forcément, ça va vous donner un truc qui va être par là. Hein. Vous voyez, si on ne peut pas le. Voilà, vous l'auriez peut-être par ici. Alors, ça, c'est moins, donc ça va vous faire quelque chose comme ça. Vous voyez, ça va vous faire un bout d'arche. Vous voyez, ça va être le haut de la sinusoïde. Vous voyez, vous allez à peu près à l'amplitude, ça va faire le double. Non, pas tout à fait, un peu moins que le double, mais ça va être le haut de la sinusoïde. Ça va être le haut de la tension simple, puisqu'elle est décalée de pi sur 6. D'accord? Vous allez avoir ça, puis ça va vous faire un truc comme ça à peu près. Ça va avoir cette allure-là. D'accord? On va le voir juste après. Juste après, j'ai mis les tensions. On a mis les tensions composées. Mais bon, après, c'est délicat de tout placer sur le même graphique. Parce qu'elles sont décalées. Le jeu de tension composée, il est plus haut. Et puis il est décalé de pi sur 6 par rapport aux tensions simples. Alors, vous voyez, on va ici. Et puis là, voilà. Donc là, j'ai refait le schéma. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Moins U2, 3, moins U1, 2. Je regarde. Moins U1, 2, moins U3, 1, U2, 3, etc. Voilà. Et donc là, vous avez ici, on a représenté les tensions composées. Alors, vous voyez qu'on a représenté les tensions composées, elles sont en avance de pi sur 6. Vous voyez, donc, voilà. Donc là, ici, il faut vous imaginer le 0 ici. Le θ égale 0, vous l'avez ici. Ici, vous avez θ. Voilà, et donc là, ici, on a... du
coup, ici, vous avez pi sur 6. Pi sur 6, donc là, c'était le θ1. Donc, θ1 égale pi sur 6. Là, vous aviez le θ2 égal à pi sur 2, etc. D'accord? Voilà, donc là, on récupère, vous voyez, donc, premier intervalle, on récupère U1,2. D'accord? Vous voyez, deuxième intervalle, ensuite, on redresse U3,1. U3,1, je l'ai là. Vous voyez, U3,1, il est ici. C'est ça qui est redressé. C'est ce bout de sinusoïde qui est redressé, qui devient positif. D'accord? Ensuite, ça suit, vous voyez, donc là, le U2,3, vous l'avez là. Ça, c'est le moins U3,1, moins U1,2. Et ensuite, on revient sur U1,2. Vous voyez, le U1,2, vous l'avez là. Et on ramène la crête de la sinusoïde voilà, de U1,2. Enfin, voilà, d'accord. C'est vraiment vous voyez, on le récupère ici. Voilà. Et puis après, on prend la crête de la sinusoïde de U3,1, voilà, puis U2,3, etc. Donc, vous voyez que ça vous donne juste le chapeau de la sinusoïde. Et vous voyez, sur une période entière, donc vous récupérez, au lieu de récupérer que 2 arches de sinusoïde comme en redressement monophasé sur une période, là, on récupère les 6 arches de sinusoïde, les 6 calottes de sinusoïde, d'accord, hein, sur une période entière. On a 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6 de petits bouts. Là, on est sur une période entière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au redressement monophasé? Oui, on a quasiment lissé. Vous voyez, le fait de redresser. Putain, il neige dehors, c'est un truc de fou. Il neige dehors. Ah ouais, oui. Quoi? Ah ouais, il y a la neige. Allez, on termine ça et vous irez faire des boules de neige après. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est très intéressant ici, c'est que le signal est quasiment lissé. Vous voyez, ça récupère juste le haut. Il y a six petites alternances sur une période entière. Donc, c'est vraiment le haut de la sinusoïde. Et on est quasiment à la valeur max. C'est-à-dire que là, vous êtes à... elle vaut quoi, cette valeur-là? Ici, vous avez quoi? On a eu max, donc on a V racine de 2 multiplié par racine de 3. Ici, vous êtes à V racine de 2 fois racine de 3. Donc V racine de 6, si vous préférez. D'accord? Et donc, c'est quasiment ça. Vous voyez que la valeur moyenne, elle ne va pas être trop différente de cette valeur-là. Alors, si on fait le calcul, je crois, on n'a pas le temps de le faire. On fera ça la prochaine fois. Mais pour vous montrer, regardez ce que ça va donner. Si je fais le calcul, ça me donne le U moyen vaut, je crois, 3 fois racine de 3 fois V fois racine de 2 et divisé par pi. Donc, vous voyez que le racine de 3 fois V, vous voyez qu'on est à 3 sur pi multiplié par le U max, en fait. Hein, puisque le U max, vous l'avez ici, hein, U max, c'est racine de 3 fois V fois racine de 2. Donc, vous voyez qu'on est à 3 sur pi fois U max. Et donc, 3 sur pi, on doit être à 0,9 et des poussières à peu près. Hein, 3 divisé par 3,14. Voilà. 3 divisé par 3,14. Vous voyez, on est à 0,96 à peu près. 0,96 multiplié par U max. D'accord? Donc, on a presque récupéré la valeur crête. Donc, c'est très intéressant. Et plus vous allez redresser du polyphasé, si vous avez un système à 6 phases, vous avez quasiment du continu. Voilà. Donc, mais pratiquement, on a du système que du triphasé. Le polyphasé, on ne se sert pas trop. Mais avec du triphasé, qui est la tension et le courant industriel pour l'alimentation des trains, pour
le transport, etc., vous voyez qu'on est quasiment, on a très peu finalement d'autres transformations à faire pour avoir quelque chose qui est parfaitement lisse. Monsieur, vous leviez la main? C'est pour ça que je voulais demander si pour un idiot, on avait un signal. Ben là, il est quasiment redressé. On pourrait. C'est pas une diode, mais il faudrait aussi des systèmes polyphasés, mais ça ne s'utilise plus trop. On peut. Ouais, je sais qu'à une époque, ça s'utilisait parce que. Moi, je sais que j'avais étudié ça. Il y avait des systèmes polyphasés avec 6 phases, 12 phases, etc. Mais je pense que ça se fabrique plus trop. Je ne sais plus si on a vraiment l'utilité. Mais effectivement, on pourrait se dire, au lieu d'avoir, si on a 6 phases, on a quasiment, on va avoir voilà, le double de petites crêtes redressées, donc on aurait quelque chose qui est lisse. Et voilà, c'est ce qu'on fait dans l'industrie, c'est on redresse le triphasé, on a quelque chose qui est quasi lisse. Voilà, tout ça, on le calculera la prochaine fois, parce que c'est là. Monsieur? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez juste mettre 5 secondes d'expression de U1, 2, U2, 3, U3, 1, s'il vous plaît? Voilà, hop. Alors, je l'avais mis ici. C'est là. Non, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les tensions composées, c'est un jeu de tensions triphasées en avance de pi sur 6 par rapport aux tensions simples. Et leur valeur efficace des tensions composées, c'est la valeur efficace de la tension simple divisée par racine de 3. D'accord? Voilà. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu ce que j'étais en train d'écrire. En fait. Les tensions composées par rapport aux tensions simples, elles sont en avance de pi sur 6. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici, j'ai pi sur 6 sur chacune des tensions par rapport aux tensions simples, en avance de pi sur 6 par rapport aux tensions simples. Et ensuite, sur l'amplitude, vous avez la valeur efficace de la tension composée qui vaut racine de 3 fois V. D'accord? Donc l'avance de pi sur 6, ici, et puis le U efficace qui est multiplié par racine de 3 par rapport au V efficace. Okay. D'accord? Ouais. Ok, merci. Voilà. Voilà, donc on arrête ici, on continuera la semaine prochaine. Merci, bonne semaine, au revoir. Alors, il est efficace. Ouais, on est pas dehors, on est peut-être à l'intérieur. Le troisième principe des actions réciproques d'un système, si vous avez sur un système, vous avez une force qui est dans un sens, vous allez avoir une force qui va être opposée, mais au niveau du point, c'est-à-dire qu'au niveau de la corde, vous voyez, si vous avez une force de tension, vous avez un bout de corde qui va tirer dans ce sens-là, vous avez, pour pas que ça rompe, il y a la même force, mais de sens contraire, qui va dans ce sens-là. Ouais. Principe d'action réciproque, en fait.